tu veux. Remets-moi la caméra. J'ai l'impression qu'elle parle quand même, la dame. Hein, ouais, ouais. Les deux seins. Là, il y a le son. Alors, je recommence. On reprend. Bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Camaillère, je suis médecin gériatre au centre hospitalier d'Auge depuis des années. Je travaille sur le territoire de santé par le biais de l'équipe mobile de gériatrie. Voilà. Je m'occupe des pathologies neurodégénératives depuis mon installation sur le service du pôle de gériatrie. Et je vais vous présenter un diaporama que l'on peut trouver dans les mallettes Mobical, si certains d'entre vous les ont encore. C'est un diaporama un peu ancien. Vous verrez qu'il y a des diapositives qui parlent du traitement. J'ai souhaité le garder juste pour faire du débat, puisque les traitements ne sont plus maintenant à prescrire, ne sont plus remboursés, mais ça permet d'évoquer un petit peu la physiopathologie. Ce diaporama, si vous voulez, c'est pour nous aider au dépistage et à poser le diagnostic de maladies neurodégénératives. En tous les cas, c'est assez aidant. Je l'utilise régulièrement pour faire la formation des internes au centre hospitalier d'Auge. Donc, la première diapositive, si vous voulez, ça parle donc de démence. Alors, il n'y a pas d'urgence à poser un diagnostic de démence. Il n'y a pas d'urgence, on a le temps. Avant tout, il faut être positif, considérer qu'on est plutôt sur un syndrome démentiel, faire tout ce que l'on peut pour trouver la cause. On en trouve peu, malheureusement, parce que quand le diagnostic est posé, c'est un choc pour le patient, c'est un choc pour la famille, et on rentre dans une démarche très longue et très compliquée. Parce que dans le parcours de soins d'un patient présentant une pathologie neurodégénérative, le diagnostic, le sanitaire, c'est 2 jours de leur vie. Et ensuite, on part pour un accompagnement sur presque 15 à 20 ans maintenant. Donc, on recherche la cause. Une fois que le diagnostic est posé, eh bien, on les accompagne longtemps. Et dans cet accompagnement, on sollicite beaucoup de paramédicaux, des infirmières, des kinés, des ergos, des orthophonistes, des psychologues, des psychomotriciens. Vous verrez des AMP, des assistants en soins en gerontologie. Et donc, tout ça, ça montre la difficulté, la complexité du parcours. C'est la raison pour laquelle on travaille sur un parcours pour essayer d'harmoniser les prises en soins. Donc, une fois qu'on a repéré et qu'on est sûr qu'on a une démence, il faut vraiment l'authentifier, poser le diagnostic. Et pour poser le diagnostic, il faut être sûr qu'il y a des troubles intellectuels, troubles cognitifs ou troubles intellectuels, peu importe. Et il faut que ces troubles soient multidomaines, qui touchent plusieurs sphères intellectuelles. Le premier, bien sûr, c'est la mémoire. Et pour analyser les troubles de la mémoire, il n'y a rien de mieux qu'un entretien verbal. Il faut interroger les gens, discuter avec les gens. Et au cours de l'entretien, on regarde s'il y a des oublis de rendez-vous. Alors, si les gens sont conscients, c'est facile. S'ils ne le sont pas, très souvent, c'est les aidants familiaux qui les amènent à la consultation qui disent ils oublient. Voilà. Mais repérer les troubles de la mémoire, ce n'est pas compliqué. Après, il y a le temps de l'analyse. Mémoire ancienne, mémoire immédiate. Ce n'est pas très difficile. On a des grilles très faciles pour les analyser. Il faut qu'il y ait un autre trouble associé à celui-là, soit un trouble du langage. Voilà, et le trouble du langage, on l'utilise en faisant faire des listes. Moi, très souvent, ce que je fais faire, je demande aux personnes de me raconter une journée de leur vie, du moment où ils se lèvent jusqu'à ce qu'ils se couchent, tout. Voilà, comme ça me permet de voir un petit peu les mots. Même quand j'aborde le repas, je leur dis de donner les légumes qu'ils aiment, de façon à avoir un petit peu la fluidité, la cohérence du discours. On analyse les praxis. Les praxis, ce sont les automatismes. Est-ce qu'ils sont toujours capables d'utiliser le micro-ondes, d'utiliser le téléphone? S'ils ont un téléphone portable, est-ce qu'ils sont capables de l'utiliser? Ça, c'est des praxis, c'est des automatismes gestuels. Les gnosies, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est la reconnaissance, pas forcément des visages, ça c'est compliqué, mais des objets du quotidien. On a quelques objets, on leur montre. Voilà. Et toutes ces altérations des praxis, des gnosies, finissent par retentir ce qu'on appelle les fonctions exécutives. En fait, les fonctions exécutives, ce sont des fonctions un peu complexes
qui nécessitent de planifier, d'organiser, de raisonner, comme la préparation d'un gras repas. Vous voyez, quand vous avez une dame qui avait l'habitude de recevoir régulièrement sa famille pour préparer les repas, où elle planifiait le repas, les courses, le plan de table, et qui n'est plus capable de le faire, c'est parce qu'elle a des troubles des fonctions exécutives. Voilà. Donc les gens vont vous dire, oui, je cuisine toujours, mais en fait, ils ne font pas beaucoup de cuisine, ils font surtout chauffer. Voilà. Et quand on a l'altération de toutes ces fonctions, on regarde le retentissement sur la vie au quotidien. Et qu'est-ce qu'on analyse sur la vie au quotidien? C'est ce qu'on appelle les activités instrumentales de la vie quotidienne, les IADL. Alors, il y a les 4 dépistages classiques, mais à la consultation mémoire, on analyse un petit peu plus que les 4. C'est-à-dire, je ne regarde pas que la gestion des finances, puisque maintenant, avec la déclaration des impôts à l'informatique, je sais très bien que les gens âgés ne peuvent pas le faire. Mais je regarde le quotidien, l'utilisation de l'argent du porte-monnaie, comment ils payent leurs courses, s'ils vont encore un peu sur le marché pour payer. Voilà. Je regarde comment ils gèrent leur traitement. Depuis l'utilisation des molécules, des génériques, en fait, hein, les gens ne connaissent plus leur traitement. Voilà. Donc, c'est très difficile de l'analyser aussi. Donc, je regarde, moi, au travers de la cuisine, du lait, du ménage, des déplacements. Voilà. Et je regarde ce retentissement et j'essaie de le quantifier. Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est ancien? Est-ce que ça s'aggrave? Parce qu'il faut que ce retentissement soit présent, soit installé de façon chronique et depuis plus de 6 mois. Et là, quand on a des troubles de la mémoire multidomaines et les gens qui ont des activités instrumentales de la vie quotidienne altérées depuis plus de 6 mois, eh bien, nous remplissons les critères de détérioration intellectuelle. Voilà. Donc, il faut un petit peu continuer le bilan, éliminer tout ce qui peut être du syndrome confusionnel et on tombe sur vraiment un syndrome démentiel. Donc, le temps de l'analyse n'est pas très long. Et c'est souvent de l'entretien verbal. Alors après, sur les gens qui ont des altérations très légères, on fait des bilans neuropsychologiques un petit peu plus techniques. Mais sur la patientèle que je vois actuellement en consultation, l'entretien verbal, vraiment, souvent me permet de poser le diagnostic. Et je fais le mini-mental test pour quantifier la détérioration. Parce que je sais que si le mini-mental test est supérieur à 20, on peut faire du maintien à domicile, parce qu'on peut compter sur les gens pour exercer quelques activités de la vie quotidienne et activités instrumentales de la vie quotidienne. Il faut gérer surtout les médicaments. Mais quand on est en dessous, qu'est-ce qui a bougé mes diapositives? Ça qui bouge. Quand nous sommes en dessous de 20, c'est beaucoup plus difficile de faire du maintien à domicile, en tous les cas, quand les gens vivent seuls. Le diaporama a sauté, je m'excuse, je ne connais pas par cœur. Il a avancé. Il a avancé trop, j'étais à la 2e diapositive. Il n'a rien touché. Il me faudrait les diapositives d'avant. Oui. Donc là, on est sur la diapositive qui parle de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est une maladie qui n'est pas héréditaire. 99% des cas sont des cas sporadiques. Mais c'est vrai que les principaux facteurs de risque, c'est le sexe, être une femme, et l'âge. Quand on est une femme âgée, on a plus de risques d'avoir cette maladie neurocognitive. C'est parfait. Vous le voyez, le diaporama? Voilà. Et on est sur quelle page? On est sur la page 2, c'est ça? Là, c'est la page 2. Je continue. Je passe maintenant à la page 3. Voilà. Okay. On l'a vu, la page 2. Donc, c'est le terme de démence. Voilà. Et donc, on parle de démence quand on a une atteinte de plusieurs fonctions cognitives. Voilà. Et qui retentissent significativement sur les altérations de la vie quotidienne, les IADL. Voilà. Et ce, depuis plus de 6 mois. Et donc, on peut avoir quelquefois des gens qui ont des troubles de la mémoire sans altération des activités instrumentales de la vie quotidienne. Ce sont des gens qu'il faut revoir en consultation
parce que tant qu'ils n'ont pas une altération des fonctions instrumentales, ils ne sont pas déments, ils sont au stade pré-maladie. Donc, les différentes causes de démence, on les connaît. Il y a des médecins, des infirmières, je pense des professionnels qui travaillent auprès des personnes âgées. La première cause, et c'est de loin la plus fréquente, c'est la maladie d'Alzheimer. Voilà. C'est une maladie très fréquente et c'est une maladie très grave, parce qu'elle dure très longtemps et qu'elle est émaillée de très nombreuses complications. Et cette maladie, quand elle débute, elle suit un chemin qui est bien déterminé, si bien qu'on vous enverra un historique qui planifie sur une courbe l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Les autres démences qui sont un peu moins fréquentes, c'est la démence vasculaire. Alors, quelquefois, c'est intriqué avec la maladie d'Alzheimer, hein, la démence vasculaire. On en parlera un petit peu après. La démence vasculaire, ce sont des démences qu'on voit chez les grands hypertendus mal équilibrés, chez des gens qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux, chez des gens qui sont diabétiques mal équilibrés ou une altération de la circulation sanguine au niveau cérébral. La démence à corps de Lévy, quand on en voit une, on ne l'oublie pas. Ce n'est pas la plus fréquente des démences, mais très compliquée, avec des hallucinations, des troubles du comportement. Il y a un syndrome extrapyramidal. C'est difficile de faire la différence entre une démence sur le corps de Lévy et une démence de la maladie de Parkinson. C'est très difficile. Et pourtant, c'est intéressant de faire la différence. Et pour ça, il faut s'appuyer sur des outils très spécifiques, comme le DASCAN, qui est une scintigraphie cérébrale qui va nous aider. Et puis, nous avons toutes les dégénérescences lobaires frontotemporales, où on rencontre beaucoup de maladies. Et là, elles sont sous-évaluées, parce qu'il faut un peu de technique pour les évaluer. Et c'est là où la neuropsychologue joue un rôle important. C'est dans ces démences un peu atypiques, des démences sémantiques, les atrophies primaires, aphasie primaire progressive. Elles sont un petit peu plus compliquées à prendre en charge. Donc la physiologie, c'est la mort du neurone. Le neurone meurt. Et il meurt de deux façons, soit parce qu'il dégénère, et on trouve de la protéine tau, soit parce qu'il est englué dans des plaques d'amylose qui l'empêchent de respirer et il meurt. Et donc, on retrouve les marqueurs biologiques de cette mort des neurones en faisant une ponction lombaire. Je ne fais pas faire beaucoup de ponction lombaire chez mes patients, parce que quand le diagnostic clinique est évident, ça n'a pas d'intérêt. Mais quelquefois, quand on a des situations compliquées, où on a du mal à poser un diagnostic, eh bien, une ponction lombaire permet de faire un diagnostic plus sûr. La protéine tau qui marque la mort du neurone est très présente dans le liquide céphalorachidien, et donc on dit qu'on est sur une taupathie. Donc, c'est intéressant si on veut faire des diagnostics précoces pour intégrer des personnes dans des protocoles de recherche au grand âge avec des altérations sévères de la cognition, non. Alors, l'hérédité, la question m'est souvent posée, puisque des gens que j'ai suivis il y a quelques années. Voilà. Et donc, non, ce n'est pas héréditaire. La forme héréditaire, c'est 1%. Ce sont des formes qui débutent à début précoce, avant 40 ans presque, et où il y a des marqueurs qu'on peut trouver, des marqueurs génétiques très spécifiques. Ce que l'on voit majoritairement, c'est la forme début tardif, c'est la forme sporadique. Et le principal facteur de risque, bien sûr, c'est l'âge. Le deuxième, c'est le sexe. Mais quand même, quand dans sa famille, il y a une maladie d'Alzheimer, on a plus de risques de l'avoir cependant. Alors, la présentation clinique, c'est ce que j'ai représenté sur le schéma qu'on vous donnera. Hein. C'est des troubles de la mémoire qui touchent au début juste la mémoire immédiate qui est peu invalidante et qui tout doucement s'aggravent avec des troubles du jugement. Et les troubles du jugement, c'est relativement facile à évaluer. Hein. C'est dans le discours. Les gens se projettent, font des projets, ils sont dans le déni de leurs difficultés, ils pensent qu'ils peuvent tout gérer comme quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Et ce qui est flagrant aussi, c'est la perte des repères dans le temps. Les gens perdent le temps, la date, la saison. C'est pour ça qu'ils mettent des vêtements pas toujours adaptés à la saison. Et puis, un petit peu plus évolué, c'est dans l'espace. Et donc, au final, on a une maladie qui touche la parole,
les automatismes, la reconnaissance, et on parle du syndrome aphaso-apraxo-agnosique. En fait, c'est une maladie neurodégénérative au stade sévère. Et donc, ça évolue lentement, mais ça prend tout doucement toutes les fonctions. Et donc, cette altération vous rend vulnérable au stress. Quand les gens sont hospitalisés, c'est pour ça que je fais très rapidement la présentation de ce diaporama aux internes. Les gens à domicile sont ritualisés, font leur petite vie, n'ont pas besoin de spécialement beaucoup d'aide. Dès qu'on les sort, qu'ils sont hospitalisés, qu'il y a un événement stressant, ils sont confus, ils ne s'adaptent pas et ils font des tableaux de régression psychomotrice très importants. Donc, il faut bien réfléchir aux anesthésies programmées, il faut bien réfléchir aussi aux thérapeutiques qui peuvent altérer les facultés d'adaptation. Le traitement du diabète, quand il est trop parfait, l'hypoglycémie aggrave. Le traitement de l'hypertension artérielle, quand il est trop parfait, le bas débit cérébral aggrave. Et donc, les objectifs de glycémie, de tension, sont un petit peu à revoir à la hausse pour éviter l'aggravation brutale. Parce que à quoi sert la consultation de suivi, puisqu'on sait qu'il s'aggrave? Eh bien, c'est d'éviter qu'il s'aggrave trop vite. C'est adapter le plan d'aide, c'est lutter contre la iatrogénie. Voilà. Donc, la présentation clinique, très souvent, c'est des troubles de la mémoire. Puis quand la maladie évolue, qu'on a un mini-mental test aux environs de 15, on commence à voir apparaître des troubles du comportement. Alors, quelquefois plus tôt, l'anxiété beaucoup plus tôt, la dépression plus tôt, l'insomnie, la perte d'appétit un petit peu plus tôt. Mais les troubles du comportement invalidant, ce qui amène les gens à ma consultation, c'est vraiment la désorientation, la déambulation, les hallucinations, les oppositions. C'est très invalidant, c'est très fréquent. Voilà. Et pratiquement, au cours de l'évolution de la maladie, il y a ce type de troubles du comportement. La perte de poids, elle est quasi systématique. Les gens sont dénutris pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils ont perdu les repères dans le temps, dans l'espace, la préparation de la cuisine, donc ils s'alimentent peu, ils n'ont pas faim. Et dans les EHPAD, on les met tous à table pour augmenter le temps du repas et pour qu'ils mangent un peu par mimétisme, par automatisme. Manger tout seul, quand on n'a pas faim, les gens ne mangent pas. Facteur d'aggravation de la cognition. Donc, il faut lutter contre cette dénutrition. Et le repas du soir est très important parce que c'est lui qui est source d'une très grave dénutrition et qui aggrave les maladies de la mémoire. Quand je vois quelqu'un en consultation de suivi et qu'il a perdu plus de 2 points, je dis, mais qu'est-ce qui pêche dans son suivi? Pourquoi il se dégrade aussi vite? Et très souvent, je retrouve des problèmes nutritionnels avec des repas qui sont insuffisants. Et puis au stade plus tardif, quand on arrive avec un mini-mental test aux environs de 10, c'est-à-dire en fin d'évolution de la pathologie neurodégénérative, eh bien, il y a des troubles de la marche, il y a des chutes liées aux troubles du schéma corporel, il y a une gravatérisation, et puis les troubles de la déglutition. Et donc, pour prévenir les troubles de la déglutition, il faut vraiment travailler sur le goût, sur les textures. Plus les aliments auront du goût, plus ils auront une texture épaisse, plus on retardera les troubles de la déglutition. En tous les cas, on minimisera les complications des troubles de la déglutition. Les médicaments, alors je l'ai gardé, la diapositive, je pouvais tout à fait l'enlever parce qu'on peut tout à fait travailler dans le diaporama. Je l'ai gardé parce qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler, il fallait traiter les maladies neurodégénératives. Il fallait quasiment toutes les traiter et on avait, sur la diapositive suivante, hop, vous les avez, tous les traitements qui étaient des inhibiteurs de la cholinestérase. J'en ai beaucoup utilisé. C'est vrai que certains avaient peu d'efficacité, mais quelquefois, dans les démences à Cordes-Lévy, on pouvait s'appuyer sur ces médicaments pour essayer de les canaliser. Vous verrez, je vous en parlerai tout à l'heure, la démence à Cordes-Lévy, c'est très compliqué. Les psychotropes neuroleptiques sont formellement contre-indiqués. Il y a beaucoup de troubles du comportement et on est limité pour la prise en soin. Et quelquefois, ça a aidé d'utiliser la rivastigmine. Et il m'arrive sur des situations, notamment au niveau de l'UHR, j'ai 14 lits dont je m'occupe à l'UHR, quand j'ai des démences à Cordes-Lévy très invalidantes, de mettre un patch de rivastigmine pour essayer de les canaliser ou en tous les cas de modérer les troubles du comportement pour ne pas monter trop les sédatifs
qui forcément les font tomber et m'aggravent les troubles de la déglutition. Je le fais toujours en discussion avec la famille parce que le médicament est payant et c'est pratiquement 100 € la boîte. Après toutes les études qu'il y a eu sur les antioxydants, le ginkgo biloba, les nôtres, que j'ai beaucoup utilisés, c'est sûr, les études sont revenues, sont toutes négatives. Hein. Et la seule étude qui a montré l'efficacité, c'est l'étude Plaza du gérontopole. Et l'étude Plaza, c'est le plan d'aide. C'est le plan d'aide. Hein. C'est lutter contre l'isolement social, c'est maintenir l'autonomie, c'est lutter contre la dénutrition, c'est vraiment stimuler les gens. C'est le seul protocole de soins, en fait, qui a montré son efficacité. Donc, la physiopathologie du corps de Lévy, j'en dis un mot, c'est tellement particulier, on en voit peu, mais quand on en suit une, c'est vrai que c'est difficile. Ça ressemble beaucoup à la démence parkinsonienne parce qu'il y a l'hypertonie extrapyramidale, il y a la marche à petits pas, il y a les délires. La physiopathologie, ça y ressemble beaucoup. Par contre, la L-Dopa qu'on peut mettre dans la maladie de Parkinson n'a pas d'efficacité dans la démence à corps de Lévy. Au contraire, ça donne de la confusion. Et donc, dans les démences à corps de Lévy, on a des hallucinations précoces. Donc là, il faut prendre le temps de les analyser, ces hallucinations. Alors, je ne demande pas aux gens, est-ce que vous avez des hallucinations? Parce que certains savent, d'autres ne savent pas. Mais je leur demande s'ils voient des choses qui leur paraissent pas réelles. S'ils ont l'impression qu'il y a des personnes qui se promènent dans la pièce, ou s'ils ont l'impression de voir des souris qui courent sur le parquet. Voilà. J'essaie de l'analyser comme il faut parce que l'hallucination est un critère indispensable. Ensuite, c'est la fluctuation. Ce sont des troubles du comportement qui fluctuent, avec des périodes d'agitation intense, puis des périodes plus calmes. Le syndrome extrapyramidal, il faut impérativement le trouver. Et d'ailleurs, quand je vois un patient qui est suspect d'une démence, je le fais marcher, regardez la vitesse de marche, le balancement des bras, et je cherche s'il a une roue dentée. L'analyse des troubles du sommeil. Voilà. Les gens qui n'arrivent pas à dormir la nuit, mais qui toute la journée sont agités, c'est plus en faveur d'une démence à corps de Lévy. Les chutes aussi, hein, c'est surtout en lien avec le syndrome extrapyramidal. Les malaises, ce sont des situations compliquées, les délires. Et l'hypersensibilité aux neuroleptiques, ça c'est flagrant. Il m'arrive de recevoir des patients en urgence pour altération sévère d'état général. Et je me précipite de suite voir s'ils ont eu ou pas des neuroleptiques, parce que si c'est une hypersensibilité aux neuroleptiques, il faut le tracer clairement, il ne faut plus jamais en redonner. On n'a qu'un seul médicament qu'on peut utiliser alors, c'est la clozapine, le Leponex. Voilà. Et ça ne peut être prescrit que par un neurologue, un gériatre, parce que ça a des effets secondaires et ça impose la surveillance de la formule numération sanguine toutes les semaines. Ça donne des aplasies. Donc, la démence à corps de Lévy, on ne passe pas à côté. Voilà. Donc, vous voyez, les inhibiteurs de la cholestérase, on peut encore les envisager. La mémantine, ça ne s'utilise pas. La L-Dopa, n'a aucune efficacité. Il n'y a que le clonazepam qu'on peut utiliser. Donc, ce qu'on fait, très souvent, on utilise des benzodiazépines, qui sont amnésiantes, hein, certes sédatives, anxiolytiques, mais elles sont amnésiantes. Donc, le côté cognitif et performance intellectuelle est forcément dégradé. Les dégénérescences lobaires, frontotemporales, donc on en voit régulièrement. C'est sous-diagnostiqué, ça c'est sûr. La tranche d'âge est un peu plus jeune pour le diagnostic. Voilà. Et c'est surtout l'évaluation neurocognitive qui va nous aider, hein, parce que c'est une mémoire qui est efficace avec l'indissage. Voilà. Et ce qui est compliqué dans ces maladies-là, c'est la désinhibition. Hein. Les gens mangent beaucoup, se lavent plus, se peignent plus, ont des émoussements affectifs énormes, ils peuvent se masturber dans les rues. C'est assez compliqué à prendre en charge. Et donc, il y a deux formes très particulières, l'aphasie primaire progressive et la démence sémantique, qui sont deux dégénérescences lobaires frontotemporales, mais ça, très souvent, c'est le neuropsychologue qui m'aide à poser le diagnostic. C'est vraiment l'analyse du langage, l'analyse de la mémoire sémantique. C'est un petit peu technique, je ne le fais pas, c'est un petit peu long à faire. Voilà. Donc là, vous avez voilà, les caractéristiques. Ça débute un petit peu plus jeune que la maladie d'Alzheimer. Les troubles du comportement, apathie, désinhibition verbale. Ce sont des gens qui disent très facilement des grossièretés, voilà, qui font des jeux de mots, qui sont très, très
facile à distraire. Au volant de la voiture, c'est catastrophique. Hein, voilà. L'émoussement affectif, alors il passe du rire au pleurer très facilement. Et là, le traitement, les antidémences, bien sûr, on n'en met pas. Les ateliers mémoire, ça marche relativement peu. On met quelquefois des inhibiteurs de la capture de la sérotonine pour canaliser des troubles du comportement parce qu'on pense qu'il y a une carence au niveau frontal qui génère les troubles. Mais il faut se méfier parce que ça peut lever aussi des levées d'inhibition comportementale et ça peut favoriser les troubles du comportement, la désinhibition sexuelle surtout. Donc, quelquefois, il faut même les arrêter. Donc, ce sont des personnes qui sont difficiles à occuper, des dégénérescences frontotemporales. Ils sont apathiques, ils ont envie de rien, mais ils ne font rien. La démence vasculaire, alors la démence vasculaire est fréquente. Avec l'imagerie, et maintenant vous allez être bien doté sur le territoire du Gers avec des scanners, des IRM, on fait vraiment l'analyse des lésions au niveau du cerveau. On retrouve facilement les micro-AVC, les petites lésions de la substance blanche, on retrouve des séquelles d'AVC. Donc, quand on a un syndrome démentiel et une atteinte vasculaire neurologique, on peut parler de démence vasculaire. Mais très souvent, c'est mixte et faire la part des deux, c'est compliqué. Donc, très souvent, c'est mixte. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est contrôler les facteurs de risque. La tension, pas trop haute, pas trop basse. Trop haut, ça donne des coups de butoir, ça abîme le cerveau. Trop bas, c'est un bas débit cérébral. Voilà. Dès lors qu'il y a des troubles du rythme, c'est pareil, hein, on a un bas débit cérébral. Le diabète, il ne faut pas qu'il soit non plus trop déséquilibré. Il faut garder une glycémie aux environs de 1,50. Voilà. Donc, très souvent, c'est mixte. Et quand je fais mes comptes rendus, je le marque. Une pathologie neurodégénérative mixte, voilà, associée à une atteinte vasculaire. Donc, les signes, c'est les facteurs de risque vasculaire. C'est quand à l'examen clinique, on a des séquelles d'AVC, mais surtout maintenant, on ne se complique pas la vie. L'imagerie est une aide extraordinaire. Et donc, je ne fais pas des examens cliniques très poussés quand je vois les gens, mais très souvent, j'ausculte au moins les carotides, je prends les pouls au niveau des pédieux, des poignets, je regarde si les pouls sont symétriques et la tension artérielle, parce que c'est intéressant pour finaliser un petit peu le diagnostic et pour éduquer les gens. La maladie de Creutzfeldt-Jakob, on en parlait beaucoup il y a quelques années. On a encore des procédures quand il faut faire des fibroscopies. J'en ai jamais vu, hein, j'en ai jamais vu. Et le diagnostic, c'est l'évolution, parce que c'est des évolutions très rapides, mais c'est surtout la ponction lombaire. Quand moi j'ai un doute, je les transfère en neurologie, mais nous, ce que nous prenons en charge dans les pôles de gériatrie, dans les EHPAD, dans les SIAD à domicile, ce sont des maladies d'Alzheimer pour la plupart. Voilà, et après, on a les autres causes de démence. Alors, dans les causes de démence qui sont dites curables, je vais dire entre guillemets, il y a la démence de la tumeur cérébrale, de l'hématome sous-dural. En fait, c'est vrai que c'est une cause que l'on peut traiter, curable, je ne sais pas. L'hydrocéphalie à pression normale, on peut la dériver, mais très souvent, on confond l'atrophie cortico-sous-corticale majeure qui donne une impression d'augmentation des liquides avec une hydrocéphalie à pression normale. Et puis, on a quelques maladies rares. C'est pour ça qu'on fait régulièrement de la biologie. Et quand on a un doute, c'est la TSH pour les pathologies thyroïdiennes, c'est la B12, les folates pour les démences carentielles. Je ne fais plus maintenant la recherche de la syphilis pour les maladies, sauf dans des cas très particuliers. Mais souvent, ce sont des dossiers que je vois en commun avec l'équipe de neurologie. Les démences alcooliques, on en voit, mais c'est des gens beaucoup plus jeunes, avec des tableaux cliniques un peu particuliers, un peu atypiques. Le diaporama est fini. Je vous repasse la main. On va juste couper le partage d'écran pour passer aux questions. Ah, je vais vous mettre le plein écran, comme ça vous verrez les participants. Là. Du coup, merci beaucoup, Dr Camalière. On avait dit au début, mais ça n'a pas marché, je pense, qu'on passerait aux questions. Je vois dans le chat qu'il y a une première question de l'hôpital de Nogaro
qui demande concernant le diagnostic différentiel de la démence et notamment pour la démence secondaire à hydrocéphalie à pression normale, démence à corps de Lévy, l'IRM est dispensable? Question. À faire systématiquement, oui ou non? Eh bien, dans le doute, il faut faire des imageries. C'est facile à faire. C'est pas iatrogène, c'est pas agressif et l'imagerie va vous aider. Mais c'est pas facile de faire la différence entre une démence, même neurodégénérative banale, et une hydrocéphalie à pression normale quand on est au stade très évolué, parce qu'il y a une telle atrophie des tissus neurologiques qu'il y a beaucoup de liquide. Et très souvent, je vois des gens à ma consultation pour suspicion d'hydrocéphalie à pression normale qui sont des démences très évoluées, avec des mini-mental tests très effondrés. Donc, il n'y a pas tellement d'intérêt. Mais quand j'ai un doute, ce que je propose, c'est une ponction lombaire soustractive. Et si ça améliore à la marche, eh bien, c'est peut-être une hydrocéphalie à pression normale. Mais sans imagerie, on ne peut pas avancer sur le diagnostic. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Ce que je vous propose, c'est soit de prendre la parole directement, vous ouvrez vos micros, soit d'écrire dans le chat s'il y a d'autres questions. Ah, il y a une question. L'hôpital de Lombès qui demande concernant l'EMG, est-il prévu une reprise des visites? Alors, l'équipe mobile de gériatrie ne peut pas reprendre parce que malheureusement, je n'arrive pas à recruter de médecins. Donc, ce que je fais maintenant, je fais des télé-expertises. J'en fais de plus en plus. Je consacre le jeudi à des activités un petit peu extra-hospitalières et je fais des télé-expertises sur des situations complexes, notamment les troubles du comportement. Et donc, si vous avez des dossiers à me présenter, vous pouvez prendre contact avec le secrétariat pour qu'on puisse voir comment vous aider. Mais l'équipe mobile ne peut plus se déplacer. Je vois qu'on a une main levée, je vois que le prénom, désolée, Ghislaine, du coup. Oui, bonjour à tous. Merci, docteur, pour toutes vos explications. Je souhaiterais poser une question concernant un lien possible entre la perte de la vision et ces maladies neurodégénératives. Merci. C'est très important parce que vous voyez, les hallucinations, quand il y a une perte de la vision, sont très importantes. Et quand on cumule, si vous voulez, un petit trouble cognitif et un trouble de la vision avec une cataracte, on peut avoir des hallucinations qui ne sont pas en lien avec la maladie neurodégénérative. Ce sont les hallucinations qu'on appelle de Charles Bonnet. Et là, le traitement, ce n'est pas les médicaments, c'est l'éclairage. C'est l'éclairage. Ce sont des gens qui ont des hallucinations quand la luminosité baisse, voilà, quand ils sont un peu plus fatigués. Et donc, ce qu'il faut, c'est éclairer et les hallucinations s'atténuent. Elles ne disparaissent pas totalement, hein, elles s'atténuent. Et celles-là sont totalement accessibles par les neuroleptiques. C'est invalidant, hein, les hallucinations, il faut bien les analyser. Parce que chaque fois qu'on décide de les traiter parce qu'on les trouve anxiogènes, on n'a qu'une ligne de thérapeutique pour les traiter, ce sont les neuroleptiques. Et chaque fois qu'on prescrit un neuroleptique à une personne qui a une altération cognitive, on va altérer encore plus ses fonctions cognitives puisqu'on va agir sur les neurones. On va altérer la production des neurotransmetteurs et du coup, on va dégrader les gens. Donc, il faut bien réfléchir. Moi, je les prescris quand même quand les gens sont très angoissés ou ont très peur, mais en cure courte. Voilà, c'est-à-dire 8 à 10 jours. Je pense qu'on peut faire également le lien avec la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Bon, ce lien n'a pas encore été prouvé, bien sûr, mais il y a des personnes atteintes de cette DME-là qui présentent des hallucinations dues au fait donc, de leur vision très dégradée. Ça, c'est connu. Hein. Vous pouvez lire Syndrome Charles Bonnet. Vous verrez, c'est très bien détaillé. Il y a des livres entiers qui concernent ce syndrome. Tout à fait. Et je précise que l'association Retina France, donc, qui est une association qui lutte contre les maladies de la vue, a fait également, avec donc, des ophtalmos et des professeurs et des médecins, ophtalmologistes, des articles sur cette dégénérescence maculaire. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à pas traiter celle-là d'hallucination, parce que c'est sûr, ça ne marchera pas. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup? Je n'en vois pas dans le chat. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole?
Oui, le CH de Nogaro, vous nous entendez? Oui. Docteur Larry, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Je reviens sur les explorations, puisque nous avons énormément de diagnostics cliniques qui nous orientent vers la démence et on ne les explore pas toutes. Est-ce qu'il y a une limite sur laquelle vous vous fixez à explorer ou à ne pas explorer? Alors, la question, c'est pourquoi je les explore? Est-ce que ça va apporter quelque chose au patient? Quand on a une détérioration intellectuelle au stade sévère, quel que soit le diagnostic étiologique de la démence, nous sommes dans l'accompagnement. Alors, les explorer, quelquefois, ça peut aider quand on veut prescrire certaines lignes de thérapeutique. Mais franchement, avec un mini-mental test inférieur à 15, c'est pas, à mon avis, toujours utile. Voilà. Voilà. Mais on peut les explorer pour avoir un diagnostic étiologique plus précis. Hein, voilà. Parce que maintenant, avec les imageries, on voit la taille de l'atrophie, on peut la localiser, on peut mesurer la taille des hippocampes, on peut même faire des scintigraphies cérébrales qui vont montrer des zones d'hypoperfusion. Mais ça n'a d'intérêt que si vous intégrez vraiment des protocoles de recherche. Parce que dans la prise en charge au quotidien, ça n'aide pas les patients. Est-ce que c'est bon du coup pour l'hôpital de Nogaro? Oui. Je vois Madame Lebrun qui a levé la main. Vous avez le micro coupé? On n'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est. Bon, bonjour. Je suis éducatrice, coordinatrice dans un foyer de vie qui accueille des personnes en situation de handicap. Notamment, nous avons des personnes porteuses de trisomie 21 qui ont entre 45 et 50 ans, on va dire, pour qui on observe une perte d'autonomie. Et je voulais savoir si vous aviez des moyens, des supports justement pour évaluer ces maladies dégénératives pour des personnes qui n'ont pas forcément accès au raisonnement, à la même logique et au même discours qu'une personne ordinaire. Alors, je n'ai aucune expérience parce que le médecin gériatre s'occupe des gens à partir de 75 ans. Et des trisomiques, franchement, je n'en vois pas. J'en ai reçu quelques-uns en hospitalisation pour des pansements, des fractures, mais jamais pour des problèmes cognitifs ou d'évaluation cognitive. Là, c'est sûr que l'altération cognitive, elle n'est pas d'origine forcément dégénérative. Elle a d'autres étiologies, mais je n'ai pas d'expérience. D'accord. Parce qu'on a quand même des personnes qui développent des maladies dégénératives qui sont avérées et qui ont la petite cinquantaine, en fait. Et Ouais. ce sont des personnes qui vivent maintenant plus vieux qu'avant, mais qui développent ce genre de maladie de façon plus précoce. Là, franchement, l'intérêt de l'investigation, c'est très utile. Vous voyez l'imagerie pour nous donner une idée du type d'atteinte neurologique pour essayer d'expliquer. Voilà. Parce que dans l'évaluation verbale, l'entretien, l'interrogatoire, la neuropsychologie, on ne peut pas. Voilà. Dans l'entretien verbal, sûrement non aussi. Donc, il faudrait se caler que sur de l'imagerie. D'accord, ok. Que sur de l'imagerie. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Je ne vois pas de main levée. Alors, je vais juste dire une petite chose de plus, c'est qu'avec l'unité d'hébergement renforcé, qui est une unité dans une maison de retraite qui prend en charge des gens avec beaucoup de troubles du comportement, je suis amenée à prendre en charge des patients qui ne sont pas des maladies d'Alzheimer. Ce sont souvent des patients qui ont des pathologies psychiatriques anciennes, qui étaient suivis par le centre hospitalier psychiatrique et qui développent des tableaux cliniques de démence avec des formes très particulières. C'est surtout de l'hétéroagressivité ou de l'agitation. Et ce sont des pathologies, on peut étiqueter démence vessanique, mais quelquefois même on ne peut pas poser de diagnostic précis, si bien que je travaille étroitement avec des psychiatres pour les traiter, ces gens-là. Et on utilise beaucoup de neuroleptiques pour essayer de les canaliser. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, la plus fréquente des démences, c'est quand même la maladie d'Alzheimer. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est 2 jours
ou 3 de leur vie pour faire un diagnostic. Et ensuite, c'est un parcours très long d'accompagnement jusqu'à l'institutionnalisation pour la majorité des cas. Je vois qu'il y a une dernière question. Oui, Karine Anquet, du coup, oui. a une question. Oui, bonjour. Je me demandais, vu que vous parliez parcours justement de la personne qui a des troubles cognitifs au démarrage, quelle est un peu la première étape avant d'aller peut-être en consultation spécialisée, quand on repère, je suis infirmier à domicile peut-être, je suis aidant, je suis un intervenant du domicile, je repère que la personne elle est désorientée, elle présente des troubles cognitifs, où est-ce que je l'envoie? Son médecin traitant, et à quel moment on l'envoie chez vous, en gros? Déjà, c'est les désorientés qu'elle a des troubles cognitifs et que ça dure depuis plus de 6 mois. Elle a une démence. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Je pense que là, le médecin traitant peut jouer un rôle important et c'est lui qui doit jouer le rôle du filtre. Hein. Je suis le seul médecin gériatre sur le Gers. Je ne peux pas voir tous les gens. Surtout que le premier facteur de risque, c'est l'âge. Ça fait beaucoup de personnes à voir. Voilà. Donc, le premier maillon, c'est quand même le médecin traitant. Et ensuite, quand on a des formes compliquées, atypiques, où on veut réfléchir sur les différentes lignes de thérapeutique, oui, la consultation, mais en deuxième temps, pas en première. Et par rapport à ça, parfois on entend certains médecins qui vont quand même, qui vont faire le MMS par exemple, etc., mais qui vont attendre une consultation spécialisée, souvent en établissement de santé, pour poser l'ALD. Là, vous nous confirmez que c'est pas nécessaire si la problématique c'est l'accompagnement. Voilà, il faut être à l'aise avec le diagnostic de la démence. Si vous voulez, la démence, ce n'est pas comme une hypotension ou une hypoglycémie, ce n'est pas quelque chose qu'on touche, qui est facile, c'est le temps de l'analyse. Si c'est pour ça qu'il n'y a pas d'urgence à poser le diagnostic. Hein. On a quelqu'un qui vient parce qu'il est désorienté, il ne fait plus tout à fait comme d'habitude, on le réévalue à 2, 3 mois, 6 mois et on regarde. Et si ça persiste, que ça évolue en tache bulle, c'est sûr, on est sur une démence, on n'est pas obligé d'avoir l'avis du gériatre pour poser le diagnostic de démence et commencer à le guider vers l'équipe de soins Alzheimer, à le guider vers l'APA. Et heureusement, ce n'est pas fait, hein, parce que ça ne fonctionnerait pas autrement. Hein, voilà. Les médecins coordonnateurs jouent un rôle important. J'avais animé il y a quelques années une étude de recherche avec le gérontopole sur le dépistage de la démence en EHPAD. Il y avait à peu près la moitié des EHPAD du Gers qui avaient participé. Et donc, c'était le médecin coordonnateur qui posait les diagnostics, hein, voilà, hein, sur de l'entretien, de l'analyse et du recueil de données. Hein, voilà. Les troubles de la mémoire y étaient, la dépendance y était. Il fallait retrouver tout l'historique et l'installation, et puis le coupler, bien sûr, avec un examen clinique à la recherche du syndrome extrapyramidal ou d'une altération pouvant évoquer une cause vasculaire. Ce qui est intéressant, quand on a des gens jeunes qui ont des troubles cognitifs, oui, il faut les envoyer parce qu'on peut leur proposer d'aller à la consultation de recherche du gérontopole. Ils animent une consultation de recherche, mais il ne faut pas avoir de comorbidité, il faut être bien accompagné, il faut être accessible, si vous voulez, à des évaluations un petit peu techniques. Hein. L'évaluation neuropsychologique est un peu poussée, puisque pour voir l'efficacité des différents plans d'aide, c'est très fouillé côté neuropsychologique. Ça fait quelques temps que je n'ai pas pu envoyer de patients parce que dans mon screening, je n'ai pas de candidats pour les y guider. Ah, je vois une main levée pour l'hôpital de Nogaro, du coup, encore. Oui, c'est Madame Susser à Nogaro. Sur le Gers, donc, du coup, vous avez parlé qu'il y avait l'UHR où vous accueillez, je suppose, les patients, des patients en particulier. Mais sinon, à part la consultation dont vous avez parlé, quand on est en difficulté sur nos établissements avec des patients qui ont des troubles majorés et qu'on n'arrive pas à stabiliser, bon, j'ai compris qu'il y avait la téléexpertise éventuellement. Oui. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres filières qu'on ne connaîtrait pas et qu'on pourrait éventuellement connaître ou ça s'arrête là finalement? Non, il y a une autre filière, il y a la filière psychiatrie qui sont en train de mettre en place une équipe mobile de psychiatrie sur le territoire du Gers avec des infirmières formées qui viendront vous guider sur les troubles du comportement un peu complexes. D'accord. Après, les troubles du comportement dans les maladies neurodégénératives, c'est fréquent.
Donc, il faut que tout le personnel soit formé à la prise en charge de ces troubles du comportement. Il faut travailler sur les prises en charge non médicamenteuses. Moi, si j'avais eu le temps, j'aurais aimé faire un petit cahier sur le listing de tout ce qu'on peut faire sur le plan non médicamenteux pour les troubles du comportement. Vous avez vu, le gérontopole nous a envoyé des diaporamas, vous avez dû les recevoir pour l'agressivité, l'agitation, les patients défensifs qui refusent de se faire laver. En fait, tout ce qu'ils ont proposé était des prises en charge non médicamenteuses. C'est isoler les gens, c'est éviter de les mettre en difficulté, c'est leur occuper les mains pendant qu'on les touchait. Vous voyez, c'est toutes ces mesures-là. Alors, Montessori, bon, il y a beaucoup d'autres techniques qui ont été abordées, mais c'est vraiment la formation des soignants. Hein, voilà. Il n'y a pas de solution médicamenteuse idéale pour calmer les troubles. Si on les calme, on s'adapte. Est-ce que c'est vous auriez la possibilité de nous transmettre ce diaporama du coup? Alors, je ne sais pas si je l'ai gardé, mais j'essaierai de le récupérer. Je le transférerai à Madame Poudès, c'est ça? Voilà, ça. Pour qu'elle puisse le mettre sur le site pour que vous puissiez avoir accès. Super, merci. Mais après, il faut vous faire avec vos propres outils. Oui, oui, bien sûr. Moi, je suis en train d'apprendre avec les jeunes de l'UHR, donc ça fait quelque temps que c'est ouvert. Je n'étais pas très bien formée en psychiatrie, mais c'est vrai que depuis que j'ai accès facilement aux avis de psychiatre, où je peux facilement téléphoner, ben, je vois bien qu'un patient dément dans un contexte psychiatrique, il ne faut pas du tout s'en occuper comme un patient dément dans un contexte de maladie d'Alzheimer. Les psychiatriques, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les caresser. Quand on les met dans la salle où il y a un petit peu de musique douce, ça les énerve plutôt qu'autre chose, alors que les déments Alzheimer, on peut les masser, on peut leur donner un objet à pétrir, on peut, vous voyez, les accompagner, ils sont plus faciles à guider. Oui. D'accord. Donc, j'essaierai de le retrouver, je vous le ferai passer. Oui. Merci. De rien. Sur le site, du coup, on vous mettra le replay avec le support, ce que nous fera passer le docteur Camalière aussi. On mettra tout sur le même endroit dans les replays webinaires. Comme ça, vous aurez tout un espace avec la documentation. Est-ce qu'il y a, je vois que dans le chat, il y a des choses décrites. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, bah, du coup, je vais rebondir par rapport aux ressources du coup, disponibles sur le territoire. Au niveau du DAC du Gers et avec une vingtaine de professionnels, on a essayé de recenser un peu toutes les ressources existantes sur le département concernant du coup Alzheimer et démence. Du coup, je vais vous montrer un petit peu, on a réalisé une carte mentale des ressources sans idée de chronologie de parcours pour l'instant dessus. Le but était juste de recenser tout ce qui existe au niveau du Gers. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, du coup, sur le site du DAC, espace pro. Dans l'espace pro, outils pour les pros, carte mentale. Et là, vous avez Alzheimer et autres démences. Et du coup, je sais, je vais dégrossir pour voir en gros. Donc, vous la voyez du coup, je demande. Du coup, vous avez cet outil-là qui vient d'être mis sur le site. Et donc, à chaque branche, en fonction du besoin calme professionnel pour la personne, aussi bien d'une solution de répit que d'un transport, que du quotidien à domicile, vous avez des sous-branches. Et si, je vais zoomer juste pour vous montrer le petit icône. Ici, vous avez comme des petits trombones à chacun et vous cliquez et ça vous ouvre soit des annuaires, soit des sites internet. Enfin, ça vous donne accès à la ressource. Donc, on l'a mis à disposition. On a essayé qu'il soit le plus exhaustif possible, mais bien sûr, il doit sûrement ou peut-être manquer des structures. Donc, on vous laissera revenir vers vous si vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas à jour ou des choses manquantes. Mais en tout cas, vous avez déjà ce premier travail qui a été fait avec les professionnels du territoire. Et à terme, le but, c'est de travailler le parcours de manière chronologique. Donc, comme vous expliquait le docteur, en fonction de l'aggravation de la pathologie, il y a des ressources à mobiliser, aussi bien de l'APA que de la nutrition, que, voilà, et on essaiera de les classer sur un parcours chronologique. Donc, je ne vais pas détailler la carte
la carte parce qu'il y a beaucoup trop de branches, mais par contre, je vous laisserai, vous avez accès sur le site du DAC à ce document. Donc, vous pourrez trouver aussi de la ressource. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions par rapport à ce que je viens d'ouvrir ou par rapport à la présentation qui a été faite. Pas de main levée, rien dans le chat. Du coup, si plus aucune question, ben on va peut-être couper. Est-ce que ça vous va, docteur? Très bien. C'est bon? Bon, ben merci à tous et bonne journée. On vous met le replay sur le site. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.